Vous avez oublié de quantifier la faim, murmura la petite fille, sa voix à peine audible mais tranchante comme du verre brisé dans le silence glacial de la salle. Avant de continuer, veuillez commenter de quelle ville vous regardez. La scène se déroulait au sommet de la tour Hémisphère, dans le quartier d'affaires stérile de la Défense, à Paris. La salle de crise d'Antoine Beaumont était un sanctuaire de la richesse. Des murs lambrissés de chêne, une table de conférence en marbre de Carrare longue de 10 mètres et des baies vitrées monumentales offrant une vue imprenable sur un Paris pluvieux et gris. Autour de la table, une équipe d'analystes financiers au costume à 3 000 € affichait des visages blêmes, transpirant sous la pression de 10 milliards d'euros qui venaient de s'évaporer dans les limbes numériques du marché. Au milieu de ce temple du capitalisme se tenait Manon, 6 ans. Ses pieds nus laissaient de petites empreintes humides sur le sol immaculé. Son manteau en lambeaux, trop grand pour elle, était trempé par l'averse, et son visage maculé de suie contrastait violemment avec l'opulence aseptisée qui l'entourait. Elle était un spectre de la pauvreté, une anomalie vivante qui venait de prononcer la phrase qui allait faire basculer un empire. Le bruit assourdissant du désespoir des milliardaires n'était rien comparé au silence de la faim de Manon. Dehors, la pluie glaciale de la Défense s'infiltrait à travers les coutures de son manteau usé, mais ce qui la poussait à franchir le sol interdit de la tour Hémisphère était une vision bien plus puissante, un plateau de viennoiserie intact, abandonné sur une desserte près de la porte vitrée. Pour l'armée d'analystes, c'était un détail insignifiant. Pour elle, c'était un mirage de chaleur et de sucre, un appel irrésistible. Profitant d'un instant où le regard du vigile était capturé par l'écran lumineux de son smartphone, elle se glissa à l'intérieur. Personne ne la remarqua. Dans ce monde de géants en costume sombre, une enfant de 6 ans, menue et silencieuse, n'était qu'une ombre, une tache fugace dans le champ de vision périphérique. La porte automatique en verre s'ouvrait pour elle dans un sifflement feutré, l'accueillant dans l'antre du capitalisme comme si elle y avait sa place. Elle pénétra dans la salle de crise au moment où le silence était le plus oppressant. Tous les regards, avant présent fixés sur les écrans affichant des graphiques rouge sang, convergèrent vers sa silhouette frêle et trempée. Une flaque d'eau de pluie commençait à se former à ses pieds nus sur le marbre immaculé. Mais ce ne fut pas sa présence qui brisa la tension. Ce fut le gargouillement sonore de son estomac, un son cru, organique et terriblement humain dans cette pièce stérile. Le professeur Dubois, chef des analystes et incarnation de l'arrogance polytechnicienne, fut le premier à réagir. Son visage, déjà blême à cause du désastre financier, se crispa de dégoût. « Sécurité », lança-t-il d'une voix sèche et méprisante. « Faites sortir cette créature. Ce n'est pas un refuge de la Croix-Rouge ici. » Chaque mot était une gifle, destinée à la rabaisser, à la rendre encore plus invisible qu'elle ne l'était déjà. Un jeune analyste, cherchant à se faire bien voir de son supérieur, ajouta avec un ricanement. « Peut-être qu'elle a la solution, Dubois. » Un rire étouffé parcourut les rangs des financiers, un son cruel qui se moquait non seulement de la fillette, mais aussi de leur propre impuissance. Pour eux, elle n'était qu'un intermède grotesque, une distraction sordide dans leur tragédie à 10 milliards d'euros. Antoine Beaumont, assis en bout de table, observait la scène. Épuisé, irrité, il sentait pourtant une lueur d'humour noir et macabre s'allumer en lui. Il leva une main, non pas pour protéger Manon, mais pour interrompre le garde qui s'approchait. Il voulait voir jusqu'où ce drame absurde pouvait aller. Laisser la tension monter était une façon de punir son équipe pour son échec monumental. Pourtant, Manon semblait imperméable à leur mépris. Ses yeux, immenses et graves, n'étaient plus fixés sur le plateau de croissant. Ils étaient rivés sur le tableau blanc, sur le mur de chiffres et de symboles cabalistiques qui représentaient la source de la panique générale. Elle ne voyait pas des formules, mais une histoire, une erreur fondamentale que tous ces esprits brillants, aveuglés par leur certitude, n'avaient pas su voir. Ce changement de focus n'échappa pas à Beaumont. Intrigué par ce défi silencieux, il se laissa aller à une impulsion cynique. D'une voix lasse mais claire qui figea instantanément la pièce, il s'adressa à l'enfant. « Allez, petit génie, dis-nous où ces cracks avec leur doctorat se sont trompés. Si tu trouves, toutes les viennoiseries que tu peux manger sont à toi. » Le silence qui s'abattit sur la pièce fut plus lourd qu'encore le précédent. Le visage du professeur Dubois passa du mépris à une indignation congestionnée. Les autres analystes échangèrent des regards stupéfaits. Manon n'était plus une intruse à expulser, elle était devenue, par le caprice d'un homme désespéré, l'épicentre d'un pari incessant, le catalyseur improbable qui allait soit les sauver, soit parachever leur humiliation. Sans un mot, Manon s'avança. Chaque pas minuscule résonnait comme un battement de cœur dans le silence oppressant. Elle passa devant les chaussures italiennes à 1 000 € et les regards oscillant entre le mépris et une pitié condescendante, son corps frêle se déplaçant avec une détermination qui démentait son âge. Arrivée devant l'immense tableau blanc, elle se hissa sur la pointe de ses pieds nus pour attraper un feutre rouge posé sur le rebord. Le déclic du capuchon du marqueur fut le seul son dans la pièce. C'était un bruit sec, trivial, mais qui semblait sceller le sort de 10 milliards d'euros. Le professeur Dubois croisa les bras, un sourire narco affigé sur son visage, s'attendant à une gribouillade enfantine qui mettrait fin à cette farce absurde.
Les autres analystes se préparaient déjà à ricaner, à relâcher la tension insoutenable par une moquerie facile. Pourtant, Manon n'est face à rien. Sa main, maculée de la crasse des rues de Paris, était d'une stabilité surprenante. D'un geste lent et précis, elle traça un cercle parfait autour d'une petite section de l'algorithme principal, un segment que tous avaient vérifié et revérifié des dizaines de fois. Puis, elle barra 2 chiffres à l'intérieur du cercle et avec une simplicité désarmante, elle inversa simplement leur position. Juste à côté de l'équation monstrueuse qui avait dévoré leur fortune, dans un espace vide, elle dessina un nouveau symbole, étrange et élégant. Mu-H. De ce symbole, elle traça une flèche pointant directement vers la variable de volatilité du marché, le sigma, qui représentait la source de leur chaos. Le tableau blanc, autrefois un monument à leur échec, devenait la toile de sa révélation. Le professeur Dubois explosa, son arrogance reprenant le dessus. « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Des gribouilles? C'est une insulte à notre intelligence !» Sa voix monta dans les aigus, trahissant une panique qu'il tentait de masquer par la colère. « Sécurité, j'ai dit de la faire sortir. » Mais Antoine Beaumont, qui n'avait pas quitté la fillette des yeux, leva à nouveau la main pour imposer le silence. Il s'était levé et s'était approché du tableau, son regard de magnat passant de l'équation à la petite fille. Il avait étudié les mathématiques dans sa jeunesse, et même s'il ne comprenait pas, il reconnaissait l'intention. D'une voix basse, presque un murmure, il demanda « Qu'est-ce que ça veut dire, petite ?» Manon se tourna vers lui, ses yeux sombres brillant d'une lueur intense. Pour la première fois, sa voix se fit entendre, claire et tranchante malgré son jeune âge. « L'erreur n'est pas dans le calcul, dit-elle. Elle est dans la prémisse. » Un frisson parcourut l'assemblée. Ce n'était pas la phrase d'une enfant. « Votre modèle prédictif utilise une régression polynomiale du 3e degré pour projeter la consommation, mais il suppose une élasticité prix de la demande rationnelle, continuait-elle, chaque terme technique prononcé avec une clarté déconcertante. Vous partez du principe que les gens agissent logiquement. C'est ça, l'erreur fondamentale. » Elle fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer dans le silence de la pièce, puis pointa son petit doigt vers le symbole qu'elle venait de créer. Ça, c'est mu-H, le coefficient de désespoir de Maslow. Vous ne le trouverez pas dans vos manuels de Polytechnique. C'est une variable que j'ai théorisée en observant les files d'attente aux soupes populaires. Quand la pénurie alimentaire dans une région dépasse 70%, le comportement du consommateur cesse de suivre la courbe de Gauss et entre dans un comportement d'essaim chaotique, expliqua-t-elle, son regard balayant les visages stupéfaits des experts. Les gens n'achètent plus ce qu'ils veulent. Ils achètent ce qu'ils craignent que les autres accumulent avant eux. Votre modèle a ignoré la panique. Elle posa le feutre rouge sur le rebord avec un petit bruit sec. Son diagnostic final tomba comme une sentence, non seulement sur leur travail, mais sur leur vision du monde. Votre modèle a échoué parce qu'il ne calculait pas l'hystérie. C'était une erreur d'empathie, pas de mathématiques. Un silence de mort s'abattit sur la salle de crise. Il n'était plus question de milliards perdus, mais d'une humiliation si profonde, si totale, qu'elle en devenait presque spirituelle. Le professeur Dubois était livide, sa bouche entr'ouverte dans une expression d'incrédulité totale. Les jeunes loups de la finance fixaient le sol, incapables de soutenir le regard de cette fillette de 6 ans qui venait de redéfinir les lois de leur univers. Le silence qui suivit ne fut pas un simple arrêt du son. C'était une substance, lourde et dense, qui semblait absorber toute la lumière et l'air de la pièce. Les derniers mots de Manon, une erreur d'empathie, pas de mathématiques, pendaient dans l'atmosphère, non pas comme une accusation, mais comme un verdict irrévocable. Les visages des analystes financiers, avant toi crispés par l'anxiété de la perte, se figeaient dans une nouvelle expression, la sidération pure. Les stylos Mont-Blanc restaient suspendus au-dessus des carnets, les bouches s'entr'ouvrirent sans émettre de son, et les regards autrefois arrogants étaient maintenant vides, fixant le tableau blanc comme s'il s'agissait d'un artefact d'un autre monde. Le professeur Dubois fut le plus spectaculaire dans sa décomposition. La couleur quitta son visage, les laissant d'une pâleur cireuse, presque translucide. Ses lèvres tremblaient, cherchant des mots, des réfutations, des formules pour contrer cette logique implacable qui ne venait pas des chiffres mais de l'âme humaine. Il était un grand prêtre dont le Dieu venait d'être déclaré mort par une enfant en haillons. Une vague de honte brûlante submergea les jeunes loups de la finance. Leurs diplômes prestigieux, leur salaire à 6 chiffres, leur certitude de maître de l'univers s'effondrèrent en un instant. Ils avaient été vaincus non par un rival de Wall Street ou de la City, mais par une fillette de 6 ans dont la seule expérience des marchés était de voir les prix changer sur les étals des boulangeries. Antoine Beaumont, lui, ne regardait plus le tableau. Ses yeux étaient rivés sur Manon. Il ne voyait plus la saleté sur son visage ni les trous dans son manteau. Il voyait une clarté fulgurante, une intelligence brute et non polie qui lui rappelait quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps, enseveli sous des couches de succès, de cynisme et de solitude. Une épiphanie le frappa avec la violence d'un choc électrique. Cet enfant n'était pas une intruse, elle était un miroir.
Elle était le reflet de sa propre fin originelle, celle qui l'avait poussé, des décennies plus tôt, à quitter son village pour conquérir Paris avec rien d'autre que son intellect pour arme. Il avait gagné le monde, mais il avait oublié le langage de la faim. Il comprit alors que le vide dans sa vie, ce sentiment persistant que même 10 milliards d'euros ne pouvaient combler, avait la forme exacte de cette petite fille. Elle n'était pas la cause de son problème actuel, elle était la solution à tous ses problèmes futurs. Elle était le sens qui manquait à son empire de chiffres et de profits. Ce fut le professeur Dubois qui le premier tenta de déchirer ce linceul de silence. Son visage, congestionné par un mélange de fureur et d'humiliation, se tordit en un rictus méprisant. « C'est un cirque », cracha-t-il, sa voix stridente brisant le respect tacite qui s'était installé. « Nous écoutons les divagations d'une gamine des rues. Monsieur Beaumont, reprenez vos esprits. » La voix d'Antoine Beaumont s'éleva, calme mais portant un poids de commandement qui fit instantanément taire Dubois. « Reprendre mes esprits, professeur ?» dit-il, sans même tourner la tête vers lui, son regard toujours fixé sur Manon. « Je crois que c'est la première fois de la journée que je les ai. » Il se tourna enfin vers l'analyste en chef, son visage une plaque de glace. « Vous êtes diplômé de Polytechnique, n'est-ce pas? L'un des esprits les plus brillants de votre génération, nous a-t-on dit. Vous dirigez une équipe de 40 analystes équipés d'une technologie coûtant plus cher que le PIB de certains pays. » Chaque mot était prononcé lentement, délibérément, comme les coups d'un marteau sur un cercueil. Et malgré tout ce brillant, toute cette puissance de calcul, vous n'avez pas vu ce qu'une enfant affamée a compris en 30 secondes. Vous n'avez pas vu les gens, vous n'avez vu que des points sur un graphique. Puis la sentence tomba, prononcée d'une voix dénuée de toute chaleur, aussi tranchante qu'une lame de guillotine. Vous êtes renvoyé, professeur. Dubois blêmit, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Vous ne pouvez pas. Je peux et je le fais. Le coupa Beaumont, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Prenez vos affaires, et en sortant, réfléchissez à cette erreur d'empathie. Ce sera la leçon la plus importante de votre carrière, et elle est gratuite. Ignorant complètement l'homme qu'il venait de briser, Beaumont se détourna, congédiant Dubois de son univers d'un simple mouvement d'épaule. Toute son attention, toute l'énergie de ce titan des affaires, était maintenant concentrée sur la petite silhouette tremblante devant le tableau blanc. Il traversa la salle, ses pas résonnant sur le marbre. Chaque pas était un pont jeté entre deux mondes, celui de l'opulence stérile et celui de la survie désespérée. Il s'arrêta juste devant Manon, l'immense différence de taille entre eux symbolisant le gouffre social qui les séparait. Lentement, avec une grâce qui contrastait avec sa stature imposante, Antoine Beaumont plia le genou. Il s'agenouilla sur le marbre froid de Carrare, descendant son regard au niveau de celui de Manon. Dans ce geste, il ne s'abaissait pas, il s'élevait à la hauteur d'une vérité qu'il venait de redécouvrir. Leurs yeux se rencontrèrent. Dans les siens, il n'y avait aucune pitié, seulement un respect profond, presque craintif. Dans les yeux de Manon, la peur commençait à se dissiper, remplacée par une curiosité grave, une reconnaissance silencieuse, qu'elle était pour la première fois véritablement vue. Il parla, sa voix maintenant douce, mais assez forte pour que toute la salle l'entende, transformant cette interaction personnelle en une déclaration de principe. « Le silence de cet enfant, dit-il, vient de nous apprendre une leçon à 10 milliards d'euros. Son intelligence, elle, n'a pas de prix. » D'un geste lent, Antoine Beaumont congédia le reste de la salle d'un simple regard. Les analystes, spectres de leur propre arrogance, s'éclipsèrent un silence, laissant derrière eux l'odeur de la peur et de l'humiliation. La porte se referma dans un souffle feutré, isolant le milliardaire et l'enfant dans la cathédrale de verre et de marbre, désormais rendue à un silence presque sacré. Il resta un long moment agenouillé, le genou de son costume à 3000 € posé sur le marbre froid de Carrare. Pour la première fois, il ne voyait plus un phénomène, un prodige ou une solution à son problème. Il voyait une enfant de 6 ans, dont les épaules frêles tremblaient encore, non pas de froid, mais du poids d'avoir été soudainement vue par un monde qui, jusqu'alors, s'évertuait à l'ignorer. Manon, de son côté, observait cet homme puissant à ses pieds. La peur initiale, ce réflexe de survie gravé en elle par la rue, s'était mué en une curiosité intense. Ses yeux, qui avaient décrypté un algorithme de marché complexe, tentaient maintenant de lire l'équation bien plus indéchiffrable de l'émotion sur le visage de cet étranger. « Viens avec moi », murmura Beaumont, sa voix débarrassée de son autorité habituelle, empreinte d'une douceur qu'il ne se connaissait pas. Il se releva et, sans la brusquer, lui tendit la main. C'était une invitation, pas un ordre. Sa grande main calleuse et manicurée, qui avait signé des contrats valant des nations, se referma doucement sur la petite main souillée de Manon. Le contact fut un choc pour tous les deux. Pour lui, la fragilité et le froid de la peau de l'enfant. Pour elle, une chaleur et une solidité qu'elle n'avait jamais connues. Il la guida hors de la salle de crise, à travers un couloir lambrissé qui semblait s'étirer à l'infini, jusqu'à une porte massive en chêne. Il l'ouvrit, révélant non pas un autre espace de travail stérile,
mais son bureau personnel. Une pièce chaleureuse, avec des fauteuils en cuir, une cheminée éteinte et des murs couverts de livres plutôt que d'écrans. C'était un sanctuaire. Beaumont la fit asseoir dans un fauteuil si grand qu'elle y disparaissait presque. Il s'accroupit de nouveau devant elle, ramenant leurs regards au même niveau. Il commença par ce qu'il connaissait le mieux, le langage du pouvoir et de l'argent. « Je peux tout te donner, Manon. Une fondation à ton nom, les meilleurs titeurs du monde, tout l'argent dont tu auras besoin, pour le reste de ta vie. » Elle écouta attentivement, sa tête légèrement penchée sur le côté, comme si elle analysait une proposition commerciale. Mais il n'y a eu aucune étincelle dans ses yeux, aucune lueur d'avidité ou de soulagement. Elle secoua simplement la tête, un mouvement presque imperceptible, mais qui anéantit toutes les certitudes du milliardaire. Décontenancé, il sentit qu'il passait à côté de l'essentiel. L'échec de son algorithme n'était rien comparé à cet échec de compréhension. Il posa alors la seule question qui importait, sa voix chargée d'une vulnérabilité sincère. « Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu veux, vraiment ?» Manon laissa son regard errer dans la pièce, sur les reliures en cuir des livres, sur le bois sombre du bureau, sur les lumières de Paris qui commençaient à scintiller à travers la vitre alors que la pluie s'apaisait. Elle ne regardait pas la richesse. Elle semblait mesurer le silence, la chaleur, la sécurité de cet espace clos. Puis, ses yeux revinrent se poser sur lui. Sa réponse ne fut pas un murmure, mais une déclaration, simple, nette et absolument dévastatrice. « Je ne veux pas de croissant, dit-elle, sa voix se brisant à peine sur le dernier mot. Le milliardaire fronça les sourcils, confus par cette référence à son offre initiale, celle qui avait tout déclenché. Il ouvrit la bouche pour lui dire qu'elle pouvait avoir toutes les pâtisseries de Paris, mais elle continua, achevant sa pensée avec une clarté qui lui transperça le cœur. « Je veux une main à tenir quand il pleut. » Ces mots, si simples, si purs, frappèrent Antoine Beaumont avec la force d'un cataclysme. 10 milliards d'euros perdus n'étaient qu'un désagrément, mais la solitude d'une enfant de 6 ans, qui ne désirait rien d'autre qu'une présence humaine face à la tempête, était une faillite morale de l'univers tout entier. Il comprit que sa fortune ne valait rien face à une telle demande. Il comprit que c'était aussi ce qui lui manquait. Les larmes montèrent aux yeux de l'homme qui ne pleurait jamais. Il ne les cacha pas. Il laissa Manon les voir. D'une voix rauque, brisée par une émotion qu'il ne cherchait plus à contenir, il fit sa promesse, le seul contrat qui aurait désormais de la valeur à ses yeux. « Je ne partirai pas, Manon, plus jamais, ni quand il pleut, ni quand le soleil brille. Je reste. » 6 mois plus tard, le décor n'était plus la froideur stérile de la Défense, mais la chaleur boisée du grand amphithéâtre de la Sorbonne. L'air, autrefois saturé de panique financière, vibrait désormais d'une attente intellectuelle. Le Fonds d'investissement humanitaire Beaumont tenait son sommet inaugural, réunissant les maires des 20 plus grandes métropoles du monde pour aborder une question que l'argent seul ne pouvait résoudre, le futur de la survie urbaine. Au centre de la scène, sous les fresques séculaires représentant les plus grands esprits de l'histoire, se tenait Manon, disparue les haillons trempés et le visage maculé de suie. Elle portait une simple robe bleu marine et des chaussures plates, ses cheveux noirs coupés en un carré net. Sa transformation était saisissante, mais l'essentiel demeurait. Ses yeux, immenses et sombres, possédaient toujours cette gravité insondable, cette clarté qui semblait percer au-delà des apparences. Antoine Beaumont, lui, n'était pas sur scène. Il était assis au premier rang, une présence silencieuse et attentive. Son costume était toujours impeccable, mais la tension avait quitté ses épaules. Le magnat impitoyable avait laissé place à un gardien, un mentor dont la plus grande fierté n'était plus les chiffres de son empire, mais le potentiel incarné par cet enfant. Il n'était plus son sauveur, il était son premier disciple. Pourtant, la salle était remplie de scepticisme. Les maires, des politiciens pragmatiques et endurcis, voyaient une enfant de 7 ans présentée comme une visionnaire. Le maire de New York, un homme à la mâchoire carrée et au regard d'acier, prit la parole, sa voix empreinte d'une condescendance polie. Il ne la voyait pas comme une experte, mais comme la mascotte, certes touchante, d'un milliardaire en pleine crise de conscience. « Votre coefficient de désespoir est une théorie fascinante, petite, » commença-t-il, son ton infantilisant chaque mot. Mais la réalité est moins poétique. Ma ville fait face à une crise imminente du logement. Des milliers de familles risquent l'expulsion. Nos meilleurs urbanistes, nos superordinateurs, n'ont pas de solution viable. Dites-nous, jeune prodige, comment votre empathie mathématique résout-elle un problème aussi concret ? C'était un défi, un piège conçu pour la renvoyer à son statut d'enfant. Manon ne se laissa pas déstabiliser. Elle s'approcha du pupitre, qui était presque aussi grande qu'elle, et son visage fut projeté sur l'écran géant derrière elle. D'une voix calme et égale, qui porta dans tout l'amphithéâtre, elle répondit « Monsieur le maire, vous avez raison. Le problème est concret, mais vous cherchez la solution au mauvais endroit. » Un murmure parcourut l'assemblée. « Votre erreur, continua-t-elle, reprenant la phrase qui avait changé sa vie, n'est pas dans la gestion des bâtiments, mais dans la perception de la valeur.
Vos modèles évaluent un logement par son prix au mètre carré, son emplacement, sa rentabilité. Ils ignorent sa valeur la plus cruciale, son ancrage communautaire. Elle prononça ces mots avec une autorité qui figea la salle. Sur l'écran, une carte de New York s'afficha, non pas avec des zones de prix, mais avec des points de chaleur interconnectés. Mon modèle ne cartographie pas l'immobilier, il cartographie les liens humains. Chaque point représente une famille, et les lignes qui les relient sont les interactions. Les enfants qui vont à la même école, les voisins qui s'échangent des services, les anciens qui gardent les plus jeunes. C'est ça, le véritable filet de sécurité d'une ville. Elle introduisait alors son nouveau concept, l'indice de résilience sociale, IRS. En expulsant une famille, vous ne libérez pas un appartement, vous brisez des dizaines de liens, affaiblissant l'écosystème tout entier. Mon algorithme identifie les familles dont l'IRS est le plus élevé, les piliers de la communauté. En les subventionnant en priorité, vous ne sauvez pas une seule famille. Vous sauvez le quartier tout entier pour une fraction du coût. Le maire de New York l'a fixé, abasourdi. Ses propres experts, assis derrière lui, échangeaient des regards paniqués, griffonnant furieusement sur leur tablette. L'idée était si simple, si évidente une fois formulée, qu'elle était géniale. Ils avaient passé des mois à analyser des feuilles de calcul, alors que la solution se trouvait dans les relations humaines qu'ils avaient jugées non quantifiables. Après un long silence qui semblait durer une éternité, le maire se leva. L'arrogance avait disparu de son visage, remplacée par un respect teinté d'admiration. Il s'approcha d'un micro au milieu de l'allée. « Mademoiselle, dit-il, sa voix grave résonnant avec une nouvelle humilité, je vous présente mes excuses. Ce n'est pas une théorie, c'est une révolution. New York sera la première ville à mettre en œuvre l'indice de résilience sociale. » Ce fut le signal. Un par un, les autres mères se levèrent, applaudissant non pas une enfant, mais une leader. La validation était totale, publique et irrévocable. Manon n'était plus une anomalie, une intruse chanceuse. Elle était une force reconnue, dont la vision venait de redéfinir la gouvernance urbaine pour le XXIe siècle. Antoine Beaumont, dans la foule, ne pleurait pas, mais son sourire était la chose la plus précieuse qu'il a jamais possédée. 15 ans plus tard, l'épicentre du pouvoir mondial n'était plus une salle de crise à la défense, mais la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. La lumière crue des projecteurs éclairait une jeune femme de 29 ans, Manon. Sa silhouette, vêtue d'un tailleur d'une simplicité désarmante, se dépopait devant le mire de marbre vert. Son visage avait perdu les rondeurs de l'enfance, mais ses yeux sombres possédaient toujours la même intensité, la même capacité à sonder les âmes et les systèmes avec une clarté redoutable. Devant elle, un parterre de présidents, de premiers ministres et de monarques l'écoutaient dans un silence quasi religieux. C'est le secrétaire général lui-même qui l'avait présenté, non pas comme une curiosité ou un prodige, mais comme l'architecte de la nouvelle économie compassionnelle. Son indice de résilience sociale, d'abord testé à New York, était devenu en une décennie le standard mondial pour tout projet de développement urbain financé par la Banque mondiale. Le fonds Beaumont-Manon, qu'elle présidait, avait réorienté des centaines de milliards d'euros, passant de la spéculation abstraite à l'investissement dans le capital humain. Elle n'était plus une anomalie, elle était devenue la norme. Manon s'approcha du micro, son calme contrastant avec l'immensité de l'enjeu. « Il y a 23 ans, commença-t-elle, sa voix résonnant sans effort dans l'immense salle. J'ai pénétré dans une pièce où des hommes brillants pleuraient la perte de 10 milliards d'euros. Ce jour-là, je n'ai pas vu de chiffres sur un tableau, j'ai vu de la peur. La même peur qui pousse un trader à vendre et un enfant à chercher un abri sous la pluie. J'ai appris que toutes les équations du monde sont fausses si elles oublient de quantifier la peur ou l'espoir. » Au cours des 15 années écoulées, cette simple vérité était devenue le moteur d'une révolution silencieuse. Le fonds avait éradiqué la famine dans 3 pays du Sahel, non pas en y déversant de l'argent, mais en y déployant des algorithmes prédictifs basés sur l'indice de résilience sociale pour optimiser la distribution des ressources avant même que les crises n'éclatent. Ils avaient financé des startups qui créaient des prothèses abordables imprimées en 3D et des systèmes de purification d'eau fonctionnant à l'énergie solaire. Ils ne donnaient pas de l'aide, ils investissaient dans la dignité. Aujourd'hui, devant l'ONU, Manon était venue proposer l'étape suivante, son projet le plus ambitieux. Nous avons appris à mesurer l'impact de nos actions sur le monde physique. Il est temps d'appliquer la même rigueur au monde invisible, celui des données et des intelligences artificielles qui régissent nos vies. Je vous propose aujourd'hui de ratifier la Charte de la dignité numérique, un traité mondial qui obligerait chaque algorithme de décision à passer un test d'empathie avant son déploiement. Un frisson parcourut l'Assemblée. Un algorithme qui décide d'un prêt bancaire, d'une libération conditionnelle ou un diagnostic médical ne peut plus être une boîte noire, poursuivit-elle, son regard balayant les dirigeants. Il doit être capable d'expliquer ses décisions en langage humain. Il doit être audité non seulement pour son efficacité, mais aussi pour ses biens, pour sa capacité à reconnaître la variable la plus importante et la plus imprévisible de toutes, l'humanité. Nous ne devons pas craindre que les machines deviennent trop intelligentes, mais qu'elles le deviennent sans sagesse. Assis dans la loge des invités de marque, Antoine Beaumont, les cheveux désormais grisonnants, regardait la scène, les larmes aux yeux. Il n'était plus le PDG d'un empire, mais simplement le père le plus fier du monde. Il avait tout donné à Manon, sa fortune, son nom, son temps, et en retour, elle lui avait rendu ce qu'aucun argent ne pouvait acheter, un but. Leur regard se croisa un instant à travers la salle, un échange silencieux qui contenait toute l'histoire de leur improbable rencontre, une reconnaissance mutuelle que l'un sans l'autre, il ne serait resté que des chiffres dans un monde vide de sens. Manon conclut son discours, sa voix s'élevant avec une conviction tranquille qui forçait l'adhésion. Chaque enfant des rues, chaque réfugié, chaque personne que la société a jugée invisible, porte en lui une partie de la solution. Le plus grand défi de notre siècle n'est pas technologique ou économique, c'est un défi de perception. Il s'agit d'apprendre à voir la valeur là où nous avons été entraînés à ne voir que le besoin. Elle s'interrompit, laissant ces derniers mots résonner. Puis, un premier applaudissement retentit, suivi d'un autre,
jusqu'à ce que l'Assemblée générale tout entière soit debout, unie dans une ovation tonitruante qui n'était pas pour une politicienne, mais pour une idée devenue femme. Alors que les applaudissements emplissaient la cathédrale de la diplomatie mondiale, une voix off conclut à l'histoire, superposant l'image de la jeune femme à la tribune à celle de la petite fille trempée dans la salle de crise. Le plus grand actif ne se trouve pas dans un portefeuille d'action, mais dans le potentiel que nous choisissons d'ignorer chaque jour dans la rue. Ne jugez jamais un livre à sa couverture, car entre ces pages se trouve peut-être la seule phrase capable de changer le monde. Il suffit d'une seule personne pour la lire.